Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Voilà 2 ans et demi déjà que Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ne font plus qu'une après avoir fusionné. Alors, où en est cette grande région Occitanie? Où en sont les réductions de dépenses promises? Services et administrations sont-ils en ordre de marche? Et puis, notre économie régionale sort-elle gagnante de cette fusion? Avec nous pour en débattre, 4 invités. Claire Fita, bonjour. Bonjour. Élue socialiste au Conseil régional, vous y présidez la commission des finances. Tout à fait. Face à vous, Chantal Douno-Sobraquès, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale et vous appartenez au groupe Front National. Autre conseiller régional, mais Europe Écologie Les Verts, Gérard Onesta, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du bureau de l'Assemblée, en charge notamment de la vie interne de l'institution. Enfin, le groupe de la droite et du centre également représenté avec nous, Elisabeth Pouchelon, bonjour. Bonjour. Alors avant de vous entendre, mesdames, messieurs, on écoute l'avis des Toulousains sur cette région Occitanie, 2 ans et demi après sa naissance. La région Occitanie, ça évoque quoi pour vous, la création de la région Occitanie? Mais le rassemblement de 2 pôles, de régions, Toulouse et Montpellier. Et pour vous, c'est positif? Oui. Oui, très positif. Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il y a un changement par rapport à l'ex-Midi-Pyrénées? Pour le moment, c'est pas visible, mais ça devrait l'être. Je préférais quand c'était plus petit. Vous avez un sentiment d'appartenance? C'est purement un sentiment d'appartenance identitaire, culturelle, mais en termes de politique précise, je ne peux pas vous répondre. Est-ce qu'il y a une mesure emblématique depuis la création de l'Occitanie? Non, je vois pas. Je suis dans la recherche, l'enseignement supérieur, et c'est pas négatif. Dans quel sens? Mais disons qu'il y a des actions que nous on avait dans les universités, qu'eux n'avaient pas, qu'ils ont mis en place au niveau des bourses de thèse, par exemple pour faire des thèses avec les labos, c'est loin d'être négatif. On a un peu plus de poids, quoi. Donc ouais, c'est une bonne chose. Donc le bilan est positif, c'est une bonne idée d'avoir créé une grande région. On est au début, on va voir un peu comment ça va se passer plus tard. Là, pour le moment, on voit comment ça se passe et puis on tirera le bilan peut-être dans 2-3 ans. Alors tiens, toujours par rapport aux citoyens, où en est-on de ces maisons de la région que vous vouliez ouvrir un peu partout en Occitanie pour être plus proche d'eux justement, Claire Fita? Oui, tout à fait. Donc, nous avons 13 maisons de la région aujourd'hui. D'ici 1 an, on en aura sans doute 17. Mais il faut... Pourquoi 17? Parce qu'il y a plus qu'une région par département, c'est ça? Il y a qu'une plus maison. qu'une maison. Plus qu'une maison. Voilà. Dans certains départements, là, on réfléchit sur, par exemple, Castres, Figeac, alors qu'il y aura déjà une première maison de la région. Mais il faut savoir qu'en fait, on est aussi sur une réorganisation. Donc, le concept avec le service qui sera rendu par les maisons de la région va être nouveau, avec l'ensemble des missions de proximité qui sont assumées par la région. Mais l'implantation, elle existait déjà. On était à plus de 30 implantations régionales. Les habitants, concrètement, ils y vont pourquoi? Moi, si j'y vais, qu'est-ce qu'on peut me conseiller entre guillemets? Alors, sur la formation professionnelle, sur cette nouvelle compétence qui est très importante pour nous, que sont les transports. Et ça, c'est vraiment le quotidien de tous nos habitants en région, mais aussi l'éducation, la carte jeune, comment ça marche. Donc c'est un guichet d'information. C'est un Pardon? guichet d'information. C'est un guichet de l'information, mais c'est aussi un service instructeur. C'est-à-dire que les demandes, elles vont être examinées et les réponses, bien entendu, données. Sur cette proximité avec les citoyens, Chantal Douno-Sobraquès, c'est la bonne solution d'après vous pour rapprocher le citoyen qui maintenant fait partie d'une région de 13 départements? Écoutez, j'ai pas l'impression qu'on ait rapproché des citoyens. Au contraire, on s'est éloigné. La preuve, c'est qu'on a été obligé de mettre en place un certain nombre de comités Théodule, l'Assemblée des régions, le Parlement de la montagne, le Parlement de la mer. Maintenant, on va mettre le Conseil régional des jeunes. Donc, plus on s'éloigne du citoyen, plus effectivement, on est obligé de mettre des corps intermédiaires pour établir la proximité. Quant aux maisons de la région, je doute un petit peu de la fréquence, de la fréquentation plus exactement. Nous nous sommes renseignés et même l'autre jour en MIE, c'est-à-dire la mission d'évaluation que la région a mis en place à notre demande, Monsieur Assaf, qui est le président du groupe socialiste à la région, nous disait qu'effectivement, ça serait bien de savoir quelle était la fréquentation habituelle de ces maisons, qui pour le moment n'ont pas l'air d'être très bien implantées dans le... Il n'y a pas de chiffre de fréquentation pour le moment? Si on entend Madame Douno-Sobraquès, il n'y a pas de chiffre? Alors, on en a côté Est, parce qu'en fait, ça existait déjà auparavant. Par contre, côté Ouest, c'était une autre organisation qui était uniquement centrée sur la formation professionnelle. Or là, nous avons aussi le développement économique. J'ai parlé des transports, de la formation professionnelle, mais aussi le développement économique avec des agents de notre agence régionale de développement économique qui seront présents
au plus proche des chefs d'entreprise. Donc on a des chiffres côté Est, côté Ouest uniquement sur la formation professionnelle et surtout les implantations vont être différentes puisque auparavant nous avions ces 30 implantations, là on se concentre sur 13, donc avec plus de services et nous sommes confiants sur la fréquentation parce que c'est une demande de nos concitoyens. Sur la proximité avec le citoyen, sur ces maisons de l'Occitanie dans les départements, Elisabeth Pouchelon? Écoutez, je crois que c'est quand même une dispersion des moyens. On veut rapprocher les citoyens, mais pourquoi faire? Pour faire une vitrine de la région, pour faire de la communication pour la région ou pour rendre service aux citoyens? Je pense que ces maisons ne rendent pas service. Elles ont très peu de fréquentation. D'ailleurs, elles ne sont pas évaluées. Nous n'avons aucun bilan de cette fréquentation. Et lorsqu'on les a, ces bilans sont catastrophiques quand on parle, par exemple, des maisons qui sont faites à l'étranger. Donc, c'est un autre sujet, ça. C'est un autre sujet, mais c'est les seuls sur lesquels on a quelquefois quelques chiffres, parce que le reste, nous n'avons aucun chiffre. Et donc, ce sont des frais très importants, avec des frais de location. La dernière commission, nous avons voté 731 000 € de location par an pour 9 maisons, des maisons que l'on acquiert à Perpignan pour 2 900 000 €. Donc des frais très importants pour un service qui est minime vis-à-vis du citoyen, alors que nous plaidons pour un guichet unique en concertation avec tous les partenaires, de façon à ce que ce soit un véritable service rendu aux citoyens. Gérard Onesta, sur cette même problématique, à la fois de la proximité et de l'efficience ou pas de ces maisons de l'Occitanie. Il faut voir d'où on vient, parce que cette fusion des régions a été décidée en haut lieu. Nous, on s'en sort pas trop mal, parce qu'on va dire qu'on a reconstitué le grand Languedoc historique, le bas et le haut Languedoc, mais pensez à des régions qui ont accoquiné le Pays Basque et le Limousin dans un ensemble dont on cherche encore la pertinence. C'est tombé pas loin. Voilà. Donc, honnêtement, on s'en sort pas trop mal. On va dire que faire région, quand on a des territoires qui ont l'habitude de dialoguer culturellement, industriellement ensemble, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est vrai que le territoire est devenu obèse, alors que les moyens de la région et les compétences de la région sont restés minimes. Alors justement, voilà. on nous avait promis, on nous avait vendu des réductions de dépenses. Est-ce que ça, c'est efficient ou pas actuellement? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas dans un premier temps, peut-être à terme. Mais pourquoi? Parce que les fonctionnaires sont des fonctionnaires territoriaux. C'est des gens qu'on ne peut pas renvoyer chez eux. Ils ont un statut. Voilà, ils ont un statut. Pire encore, ils n'étaient pas forcément payés tout à fait de la même manière, avec des statuts qui étaient un petit peu différents. Donc il a fallu uniformiser. Vous comprenez bien qu'étant de gauche, on n'a pas uniformisé en disant tire tout le monde vers le bas. On a uniformisé plutôt vers le haut. Et on s'en félicite et on en est assez fiers. Donc au départ, c'était plutôt un coût. Peut-être qu'à l'arrivée, dans 10 ans, dans 15 ans, on aura fait masse, on aura fait synergie qui permettra. Mais dans un premier temps, c'était illusoire de penser qu'on gagnerait quoi que ce soit. Mais c'est vrai que la région est devenue immense, que les moyens sont toujours aussi rikiki. Et le gouvernement en place nous dépossède chaque année un petit peu plus de moyens, alors qu'on a des compétences qui sont quand même à la marge, certes, mais quand même élargies. Donc la vraie difficulté est là. Comment faire revivre un territoire immense avec des moyens qui sont réduits? Donc effectivement, nous avons mis en place des structures dont nous sommes très fiers. Effectivement, une assemblée des territoires pour être en prise avec des territoires qui sont sous-représentés au Conseil régional, une seule élue pour toute la Lozère au Conseil régional. Donc vous voyez comment voulez-vous que la Lozère se fasse entendre. Donc on a essayé de pallier au mieux, avec les moyens du bord, une structure législative qui n'a pas été pensée pour faire émerger les territoires. Je pense qu'au bout de 2 ans, on a fait converger des politiques qui n'étaient pas prévues, des dispositifs qui n'étaient pas synchronisés. Je pense qu'en 2 ans, on a fait quand même un sacré boulot. Pour faire des économies, il faut la volonté politique. Il n'y a pas la volonté politique de faire des économies. Mais c'est une question de structure ou c'est une question de quoi? Si l'on prend tous les sujets, si l'on prend tous les sujets, le choix du lieu des commissions, plus de 3 millions d'euros à la fin du mandat, jetés par la fenêtre pour louer le lieu des assemblées plénières. Le parc des expositions de les commissions sont dans nos salles habituelles, on ne rien du tout. Nous avons fait la démonstration que l'on pouvait aménager l'hémicycle toulousain pour 120 000 €, une fois pour toutes, et y faire siéger l'ensemble des élus pour les plénières. Voilà un exemple. Les maisons de la région, je vous ai donné les prix. Les dépenses de personnel, Monsieur Onesta, que vous ne puissiez pas licencier des fonctionnaires, tout le monde le sait. Par contre, on n'est pas obligé de remplacer tous les départs à la retraite. On n'est pas obligé surtout d'embaucher en net. Actuellement, plus de 120 embauches nettes hors transfert de compétences. C'est-à-dire, ce n'est pas des embauches parce qu'on a transféré les transports, etc. C'est des embauches nettes. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc, il n'y a pas la volonté politique de faire des économies. Donc,
Je suis d'accord. C'est pas une question de structure, c'est une question de volonté politique. Je suis d'accord sur la volonté de cette énorme région. On va couper dans quoi? Dans les services nous au transport, le service à la formation, nous on coupe. faisons des économies. En 2018, nous faisons 11 millions d'euros d'économies par an et ça va se poursuivre et s'intensifier. À quel niveau et de quelle manière? 11 millions d'euros d'économies. Je vais vous le détailler, mais juste pour vous dire que ces 11 millions d'euros d'économies que nous faisons, nous les réinvestissons et c'est grâce à ça que nous faisons la gratuité des manuels scolaires, que nous augmentons les trains du quotidien, que nous... Donc voilà, on les réutilise. Donc ça, c'est pas les économies, c'est les investissements. C'est les deux, c'est du fonctionnement et de l'investissement. Par contre, comment nous faisons les économies pour répondre à votre question? On en avait déjà parlé et les pistes avaient déjà été évoquées. Les assurances, nous faisons 2,7 millions d'euros d'économies par an. Depuis 2018, en effet, nous n'avons pas pu en 2016 et en 2017 parce que les contrats n'étaient pas arrivés à terme. Donc, à partir de 2018, 2,7 millions d'euros d'économies. La convention TER que nous venons de signer avec la SNCF. Les clauses de revoyure classique de revalorisation qui étaient intégrées dans les deux précédentes conventions et qui auraient dû s'appliquer, eh bien, font que nous aurions dû payer 43 millions d'euros de plus sur notre convention, donc là, vous restez à budget constant, il n'y a pas d'augmentation de cette enveloppe. Nous n'avons augmenté que de 30 millions d'euros, donc 13 millions d'euros d'économies sur la convention TER. Et ça, nous avons pu l'obtenir parce que nous sommes une région fusionnée, parce que nous avons un poids plus important Chantal Duno-Sobraquez, vous avez l'air sceptique. Tout à fait, parce qu'effectivement, il y a des économies qui ont été faites, Dieu merci. Bon, mais c'est une goutte d'eau par rapport au budget général, puisqu'actuellement, le fonctionnement a augmenté de 29,6% en 2 ans. La dette de 16%. Le chiffre est énorme. Hein. Généralement, énorme, les collectivités, c'est 5%. Vous êtes sûr de votre chiffre? Je suis c'est les chiffres de la DGCL. Les emprunts, il faut le corriger. Il faut préciser pourquoi. Vous me permettez de terminer. Les emprunts ont augmenté de 24,4%. Donc l'autofinancement, forcément, diminue de 18% en conséquence. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est la Direction générale des collectivités locales, qui donc dépend de l'État, qui dit que la dépense réelle par habitant en Occitanie a été de 550 € l'année dernière, alors que la moyenne nationale est de 463 €. Bon, alors, on va laisser répondre. Alors, on a les mêmes compétences. Qu'on ne me dise pas que c'est un problème de transfert de compétences. On a tous les mêmes compétences. Non, c'est un problème de transfert de compétences. Nous avons gagné les transports. Mais toutes les régions ont gagné les transports. Mais dans ce chiffre-là, nous avons augmenté nos dépenses de fonctionnement de 1,5% à périmètre constant. C'est-à-dire, l'année dernière aussi. Si, de 2016 à 2017, de 2017 à 2018, 1,5% pour les dépenses de fonctionnement. Par contre, sur l'investissement, nous avons augmenté de manière plus significative. Nous dépassons les 1 milliard d'euros d'investissement parce que ça, c'est important. On construit l'avenir de notre région. 1 milliard d'investissement sur un budget d'un milliard et quelques d'euros. De 3,5 milliards. 3,5 milliards. Voilà. Okay. Alors concrètement, pour les usagers, vous venez de parler à l'instant des transports. Alors, comment gérer un dossier, une mission comme celle-ci à l'échelle de 13 départements et quelles répercussions pour les usagers? On voit ça avec ce dossier signé Luc Truffert et Jacques Levé. À Matavio, les usagers du TER n'ont pas noté de changement d'horaire ou de cadencement depuis la fusion de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Mais côté tarif, les choses ont bougé. Est-ce que depuis que les régions ont fusionné, vous voyez une différence de service? Oui, alors surtout au niveau des réductions, parce que moi j'ai droit aux réductions, donc évidemment là-dessus on est plus bénéficiaire, parce qu'on peut faire par exemple Rodez, Toulouse, c'est gratuit pour moi parce que je suis RSA, donc là-dessus c'est avantageux. Effectivement, l'alignement des tarifs s'est traduit par une baisse des prix en Midi-Pyrénées. Deuxième changement, l'extension du billet à 1 € à partir du 1er juillet prochain. Aux 5 lignes existantes en Languedoc-Roussillon s'ajouterait une vingtaine prévues en Midi-Pyrénées. Des orientations actées par la région en avril dernier suite à la convention passée avec la SNCF. Autre priorité, l'intermodalité. L'idée, c'est qu'effectivement, l'intermodalité puisse donner la possibilité à l'administré d'utiliser plusieurs modes de transport, mais en tout cas, il faut que ce mode de transport soit accessible. Autocar, train, grande vitesse doit être mis en connexion, en complémentarité, de manière à ce que, encore une fois, la mobilité sur notre territoire soit la plus accessible et la plus facile possible. Et aussi 12% de trains en plus sur l'ensemble de l'Occitanie d'ici fin 2019. Par exemple,
Sur la ligne Toulouse-Montauban-Brive, 28 TER supplémentaires. Et la création d'un TER Toulouse-Perpignan. Des points positifs pour les représentants de la CGT, mais ils déplorent de nouvelles conditions d'exploitation. On a 2 gros points d'inquiétude. C'est la baisse de 40% des heures d'ouverture de guichet en Occitanie, la fermeture de 3 gares, Cordes, Albi-Madeleine et Varilhes, et le retrait des contrôleurs à bord des trains périurbains, à commencer par les 2 premiers axes, Toulouse-Montauban et Toulouse-Foix. Sur un point, syndicats et régions sont d'accord. L'un des gros enjeux de la fusion reste la réouverture de 6 lignes fermées pour cause de vétusté du réseau. Mais là, la région devra convaincre ses partenaires, l'État et la SNCF. Alors, on vient de parler de l'interne, de la mutualisation, des frais de fonctionnement, des frais d'investissement. Une question maintenant, on va dire, un peu plus externe. Est-ce que, selon vous, à l'échelle de ces 13 départements, notre économie régionale sort gagnante de cette fusion? Elisabeth Pouchon. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour l'instant, mais j'aurais voulu quand même dire quelque chose sur les transports. Parce que, justement, cette taille d'échelle de la nouvelle région aurait pu être un moyen d'économie et de meilleure gestion. Pourquoi? Parce qu'avec cette taille d'échelle, on peut négocier avec la SNCF, mais aussi, pas dans ces conditions, mais avec la concurrence. Or, vous plaidez pour une ouverture à la concurrence. Cette concurrence pouvait s'ouvrir en 2019. Nous venons de signer une convention de 8 ans. Donc nous avons refusé l'ouverture à la concurrence. Et ça, c'est très grave, très très grave. Et deuxième point... Oui, mais c'est affirmé, là pour le coup, c'est une position politique. Et deuxième point, le train à 1 euro, que l'on a voulu étendre de région, qui coûte une fortune, puisque ça coûte, rien que pour le Languedoc-Roussillon, c'est 3,5 millions par an. Ça va être 7 à 8 millions probablement pour les deux régions, puisqu'en plus on en fait davantage, alors que ça concerne très peu de voyages, que ça concerne tout le monde, y compris les touristes, les locaux, etc. Donc ce sont des choix politiques qui ne vont pas dans le sens de l'économie et de la meilleure gestion. C'est un choix politique, Gérard Onesta. On n'ouvre pas la concurrence. C'est votre choix. Exactement. Vous le revendiquez. Totalement assumé. Totalement assumé. C'est-à-dire, plutôt que de casser le service public et de donner les meilleurs morceaux, bien évidemment, les meilleurs morceaux à la concurrence privée et laisser en déshérence les petites lignes du quotidien. Non, justement, nous sommes la seule région. Nous sommes les petites lignes, il y a très peu de voyageurs. Dites-vous bien que les grands prédateurs de l'économie libérale ne sont pas intéressés par ces lignes-là. Non, vous regardez. Non, je vous ai laissé parler. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Je vous laisse parler. Très bien. Donc les petites lignes, regardez ce qui se passe en Europe, n'ont intéressé absolument pas le secteur privé. Ils ne prennent que les secteurs juteux, bien évidemment. Et nous voulons justement faire une péréquation pour s'occuper des petits territoires comme des grands. Donc c'est tout à fait à notre honneur d'avoir défendu le service public, de l'avoir négocié pied à pied. Nous sommes la seule région qui non seulement ne va pas fermer de lignes, mais va en réouvrir. C'est un bilan que nous assumons économique. Est-ce que c'est un choix aussi qui est économiquement Est-ce que ça ne va pas plomber les comptes? Défendre les services publics, c'est un vrai choix économique. Parce que quand vous avez dans un territoire, non seulement bien évidemment les trains, mais également la poste, l'école, l'hôpital, c'est-à-dire une défense globale des services publics qui est encore en place, le territoire devient attractif et rapporte sur le plan économique. C'est une vision d'ensemble, pas à court terme. Effectivement, nous sommes dans l'investissement collectif d'une puissance publique collective. Ça nous démarque de notre position et nous en sommes fiers. Sous le mandat de Martin Malvy, il y a un problème avec la SNCF, c'est que la région payait pour avoir un cadencement plus fort des trains, mais ça ne se produisait pas, parce que la SNCF ne respectait pas le contrat. Nous sommes allés devant les tribunaux. Voilà. Et là, est-ce qu'il n'y a pas le même risque qui est le paiement? Quel que soit le prestataire, il y a un risque. Ça fait partie de nos exigences. Et là, dans la négociation, c'est ce que nous avons souhaité mettre en avant, que la ponctualité était essentielle et qu'il fallait améliorer le service. Mais que ce n'était pas en tapant sur la SNCF que nous les aiderions à améliorer le service rendu. Et ça, c'est un vrai choix politique que notre majorité, notre présidente a voulu faire. Oui, nous n'ouvrons pas à la concurrence. C'est écrit dans notre convention. Nous sommes la seule région à l'avoir écrit. Nous voulons travailler avec la SNCF et avec ses cheminots, avec ce statut-là. Bon, à l'arrivée, ça coûte beaucoup plus cher puisqu'il y a une augmentation de la convention de 14%. Il n'y a rien sur la sécurité. La ponctualité, vous en avez parlé, il y aura une petite pénalité s'ils descendent en dessous
de 89% de taux d'arrivée. Voilà. Développement de l'offre, plus 17% de train honnêtement, on n'arrive pas à grand-chose au bout de la négociation. Même question par rapport à l'économie régionale. Une région à 13 départements, ça peut être plus intéressant pour nos entrepreneurs locaux ou pas, d'après vous ? Écoutez, je ne sais pas si la bonne solution économique était de se rattacher à Languedoc-Roussillon, puisque Languedoc-Roussillon n'était pas du tout au même niveau que la région Midi-Pyrénées. Dans les statistiques européennes, Languedoc-Roussillon était à la 111e place, alors que la région Midi-Pyrénées était à la 39e et que Aquitaine était à 35. Et vous savez qu'à Toulouse, il y avait beaucoup de gens qui penchaient à cause de l'Aerospace Valley, à cause d'un tas de phénomènes qui nous reliaient, qui nous rattachaient à l'Aquitaine. Donc, sur le plan économique, c'est un peu tôt pour décider actuellement. Mais ce n'était pas la meilleure option. C'est pas forcément la meilleure option. Comment vous la voyez, vous, cette évolution économique, Claire Fita, pour nos entrepreneurs locaux? Est-ce que c'est une force ou qu'est-ce que vous leur garantissez comme étant une force pour eux d'appartenir à cette région? Moi, je suis convaincue que c'est une force. Il y a des éléments qui le démontrent. Nous sommes la première région innovante en pourcentage de R&D. Ça, c'est important. Nous sommes le premier vignoble au monde. Attention, on change d'échelle. À consommer avec modération, hein, oui, on est bien d'accord. Mais ce sont des caractéristiques qui font que mais nous avons. Ça, c'est pas juste des médailles au chocolat, parce que qu'est-ce qu'on peut apporter en plus pour booster l'économie, pour l'accompagner, la développer? Un budget justement d'une région boostée en investissement. Nous avons lancé dès le début du mandat un plan Marshall du BTP, secteur en grande difficulté et sur toute la région d'ailleurs. Ça, c'était pas juste des redéploiements d'écriture comptable, c'était un vrai plan Marshall. Une augmentation de plus de 30% de ce que, en effet, on considérait comme nécessaire, mais il fallait accélérer l'investissement et surtout en mettre plus. Donc ce plan BTP. Mais c'est aussi pour l'économie régionale, plus 20% d'aide à nos entreprises. Avec les intercommunalités, maintenant, la région est chef de file sur les aides aux entreprises et elles ont besoin. Plus de 900 entreprises sont financées par an. Et vous savez, pour l'export... Rapidement, après, voilà, Gérard Onesta, allez-y, et après on laisse répondre à Elisabeth Pénichon. D'harmoniser les meilleures pratiques qui existaient dans les deux régions avant fusion vers le haut. Par exemple, en Midi-Pyrénées, nous avions une pratique longtemps combattue par nos opposants, qui étaient les avances remboursables. C'est-à-dire, plutôt que de donner des subventions, on monte un dossier avec l'entreprise. Si ça marche, eh bien, l'argent revient dans le budget régional et ce même euro sert une deuxième fois, une troisième fois. Ce sont des effets d'échelle absolument intéressants. Ce sont des millions d'euros qui reviennent dans les caisses du budget public chaque année. Ça n'existait pas en Languedoc-Roussillon. La fusion a permis que ce soit étendu à l'ensemble des 13 départements. Voilà un exemple concret. Oui. Je crois que l'efficacité économique, elle ne juge pas aux actions qui sont menées, mais aux résultats. Les résultats, alors, juste jeter un coup d'œil sur 3 chiffres INSEE qui sont sortis cette semaine, là, au niveau comparatif 2016-2017 sur la région Occitanie, moins 1,2 de chômage, plus 3,7% de nuitées touristiques et plus 6,7% de passagers sur le rail. Est-ce que il y a pire comme bilan, vous en convenez, il y a pire comme bilan. Moi, je vois que le taux de chômage au 4e trimestre 2017 est à 17,5%, alors que la moyenne nationale est à 8,9%. Nous pointons oui, mais ça, c'est la politique nationale. Est-ce que c'est pas le résultat du bilan Hollande et le début du bilan du mandat Macron? On est d'accord, mais c'est bien pour ça qu'il ne faut pas se vanter d'avoir des actions économiques soi-disant efficaces. Il faut le juger à l'aune de chiffres. C'est le taux de chômage qui est très élevé, le taux de pauvreté qui est très élevé. Nous avons des départements excessivement pauvres, nous sommes dans les derniers de la classe. Donc c'est sur ces éléments-là que l'on peut juger l'efficacité d'une région. Parce qu'attention, l'innovation, madame, enlevez Airbus. Enlevez Airbus et vous allez voir ce qui va rester de la recherche et développement. Nous avons la chance dans cette région d'avoir un énorme industriel qui est Airbus et malgré ça, nous avons un tel taux de chômage. Donc posons-nous des questions. Si c'était simplement l'investissement régional qui changeait les choses, ça se saurait. La chance pour notre économie régionale, c'est le volontarisme de cette région. La droite et l'extrême droite nous proposent la diminution drastique des dépenses publiques. Mais ces dépenses publiques-là, elles sont au service de l'économie régionale. Vous avez raison, il ne faut pas se vanter. Le défi est grand, la charge est lourde. Nous accueillons plus de 50 000 habitants par an. Ça veut dire 20 000 actifs chaque année qui arrivent sur notre territoire. Donc le taux de création d'emplois doit être ambitieux. Nous devons tout mettre en œuvre. Et vous savez, notre région fusionnée, elle nous permet d'obtenir ce qu'aucune autre région encore n'a réussi à obtenir. Un fonds tourisme par la Banque européenne d'investissement. Nous avons beaucoup d'ambition sur le tourisme. Grâce à cette région fusionnée, nous avons beaucoup d'atouts. La minorité de France. La minorité de France. Et nos entreprises n'arrivent pas à investir parce que le service bancaire ne prête pas. Nous, régions, nous mettrons 100 millions d'euros
la BEI aussi, et nos entreprises pourront emprunter plus de 700 millions d'euros en région Occitanie. Rapidement, on arrive à la conclusion, en 30 secondes chacun, dernier tour de table. Si vous gardiez un symbole du début de cette fusion, Chantal Dounos-Aubrac, quel serait-il ? Je ne sais pas, mais je trouve que ça s'annonce assez mal, puisque Mme Carole Delga refuse de signer le pacte budgétaire que l'État lui propose à toutes les collectivités. Les fameuses contractualisations. Vous défendez la politique Macron sur ce coup-là. Donc on peut se dire que peut-être c'est mal engagé. Donc le symbole pour vous, c'est un contrat non signé avec l'État pour l'instant. Elisabeth Pouchelon ? Écoutez, moi je n'ai pas trouvé de symbole. Je n'ai pas trouvé de symbole parce que je considère que cette fusion est vraiment ratée. Elle est très mal partie. Et elle se continue très mal. Et je pense qu'il n'y a aucun symbole, il n'y a pas vraiment de dynamisme d'une région Occitanie. Gérard Onesta, si on garde une image, une mesure, une idée, une position politique pour symboliser cette fusion, ces 2 ans et demi. Avant de venir sur ce plateau, j'ai discuté avec le président de la Banque de France Occitanie, qui disait qu'en 2016, les 2/3 de la TVA et l'essentiel des créations d'emplois étaient tombés sur Toulouse et Montpellier. 1 an après, c'est beaucoup plus diffus sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'avec la volonté que nous avons de ne laisser aucun territoire, même s'il a beaucoup de handicaps, même s'il est très peu peuplé, au bord du chemin, les choses sont en train de changer. Peut-être que le marqueur de notre politique, c'est de dire qu'au-delà des 2 locomotives que sont Toulouse et Montpellier, nous n'oublions pas les wagons. Claire Fita, pour conclure, un symbole, selon vous, de cette fusion, de ces 2 ans et demi ? Toutes les mesures qui touchent au service public. La jeunesse, la gratuité des manuels, des premiers équipements, les transports, le transport collectif, mais aussi l'innovation pour faire en sorte que justement tous nos territoires et ce service public soient enrichis en région Occitanie. Merci à vous 4 d'avoir accepté ce débat, un débat qui se poursuit, vous le savez, sur notre blog, le blog politique. Vous pouvez également voir ou revoir cette émission sur notre site internet. Et puis, la semaine prochaine, un nouveau débat après une nouvelle agression d'enseignants à Toulouse et des syndicats, je vais y arriver, qui appellent à une grève. Nous parlerons des violences à l'école. Donc, la semaine prochaine, d'ici là, passez une bonne fin de week-end sur France 3, Midi Pyrénées.